Salut à tous, c'est Kichi. Aujourd'hui, petite vidéo pour vous expliquer pourquoi la fin de Game of Thrones est logique. Je tiens à préciser que je ne fais pas cette vidéo en tant que gros fanboy, car moi aussi j'ai gueulé sur pas mal de choses. Mais là, c'est pas le sujet, même si je vais revenir sur certains points. Quand je parle de logique, je parle de la conclusion finale, et pas du cheminement qui a amené à cette conclusion. Il faut bien savoir faire la part des choses entre le scénario et le développement du scénario. Outre le fait que ce soit bien évidemment trop rushé, je vais surtout m'attarder sur pourquoi la conclusion est logique. Et avant ça, je vais d'abord vous donner brièvement mon avis sur les différents épisodes de la saison. Donc déjà, rien à dire sur les deux premiers épisodes, ils sont classiques, ils sont très bien, l'épisode 2 est magnifique, les retrouvailles, etc. Le petit adoubement de Brienne, Arya et ses petites piques envers Beric et Sandor sont très bien, mais c'est vrai qu'à ce moment-là, on se dit, il n'y a que 6 épisodes, l'épisode 2, ok, c'est à la fin, et la guerre va commencer, la première guerre, mais on se dit, merde, ils vont torcher le truc en 4 épisodes, ça commence à puer. Donc c'est pour ça que cette saison méritait 10 épisodes, autant que la saison 7, mais sinon rien à dire sur la construction des deux premiers épisodes. Donc on va bien évidemment en venir à l'épisode 3 qui m'a mis en PLS, vraiment, à la fin de cet épisode j'étais vraiment pas bien. Tout d'abord, comme beaucoup de personnes, j'imagine, ont été très étonnés de la mort du roi de la nuit, qu'on nous vendait comme la plus grande menace de l'humanité, et qui se fait juste one-shot par Arya. Donc pareil, Arya, ça m'a mis un peu en PLS parce que je m'attendais vraiment pas à ce que ce soit elle, et bien que je suis un grand fan d'Arya, j'ai trouvé ça un petit peu frustrant, un petit peu décevant que ce soit Arya qui mette un terme à tout ça, alors que c'était Jon Snow finalement qui avait l'arc entre guillemets sur les marcheurs blancs. Donc c'est vrai, ça fait un peu animé, un peu manga que le héros principal bute le boss principal de son arc, mais voilà, petite frustration en ce moment-là, et surtout un très grand étonnement de la mort du roi de la nuit qui est arrivé finalement beaucoup trop tôt. D'ailleurs, après cet épisode, j'ai très vite commandé ce t-shirt en hommage à toi, petit ange parti trop tôt. Mais après avoir regardé une deuxième fois cet épisode pour bien digérer la pilule qui était extrêmement grosse à passer, je me suis un peu renseigné, et c'est vrai que finalement c'est assez logique dans la trame scénaristique de Arya, où dans la saison 3 Mélisandre lui dit qu'elle fermera des yeux bleus, chose qu'elle lui redit finalement juste avant de buter le roi de la nuit. Et si on remonte encore plus loin dans la saison 1 où son maître à danser lui apprend à se mouvoir comme l'eau, être invisible comme une ombre, on se dit que c'est pour ça que les marcheurs blancs l'ont pas vu passer. Ça faisait un peu mode ninja, quand le marcheur blanc sa mèche elle vole et puis qu'on entend un petit coup de vent genre la ninja Naruto Arya arrive et qu'elle sort de nulle part en mode tyrolienne pour buter le roi de la nuit. Mais du coup c'est vrai que dans la construction de son scénario c'est assez logique, car c'est aussi une des plus grandes killeuses de la série. Je trouve aussi que dans cet épisode il n'y a pas eu assez de drame, Alors là tu vas me dire mais t'es complètement malade, il y a Théon, Jorah, Beric Dondarrion qui meurt et Ed le Lord Commandant de la garde de nuit. Mais c'est quand même pour moi des personnages plus ou moins secondaires. Jorah Mormont, bon c'est vrai, Beric ça m'a fait beaucoup chier car j'aimais beaucoup le personnage, mais il n'y a pas eu assez de drame. Je trouve que l'impact n'était pas assez fort, surtout la mort de Théon qui sert pas à grand chose en fait, parce que il se jette comme un con sur le roi de la nuit, il se fait buter et Arya bute le roi de la nuit juste 2 secondes après. Donc j'ai pas trouvé ça assez impactant au niveau drame, mais l'épisode était quand même bien foutu, c'est vrai, même si beaucoup de gens ont gueulé par rapport au fait que l'épisode était trop sombre. Ils ont quand même mis, je crois, 55 jours rien que pour tourner cet épisode, mais justement, s'ils ont pris le temps de tourner cet épisode, ils auraient dû prendre le temps de peut-être le mettre en 2 épisodes, et donc du coup de faire logiquement plus d'épisodes, car voilà, le roi de la nuit mort à la fin de l'épisode 3 de la saison, c'était un peu brutal. Du coup, avec la mort du roi de la nuit, on met fin à toute cette magie, à tout l'univers occulte qui tourne autour de ça. Donc même si oui, comme on m'a dit sur Twitter, la série s'appelle Game of Thrones, c'était logique qu'on revienne à un système de jeu des trônes, donc à un système géopolitique, je trouvais, en tout cas du moins à ce moment-là, que la morale avait beaucoup moins d'impact, parce que la morale aurait été tellement plus ultime pour moi si c'était les morts contre les vivants, peu importe les guerres entre nous, il faut s'allier contre le même ennemi. Je pense que la morale aurait été beaucoup plus forte. J'ai oublié de parler aussi des marcheurs blancs qui ont été complètement inutiles lors de cette saison, On les a vus que quelques fois à Durlieu et quelques fois un peu dans les bois quand Sam en a défoncé un avec l'Hiver Dragon. Ils ont été complètement absents de la bataille, ils ont même pas dégainé une épée, donc c'est vrai que ça aussi c'était un peu frustrant. Ils auraient dû prolonger cet aspect de combat entre les marcheurs blancs et les humains.
Je vais aussi revenir brièvement sur ce qu'a dit Peter Dinklage, donc l'acteur qui joue Tyrion, dont beaucoup de gens se sont outrés après ses propos, hein, comme quoi les gens sont bien évidemment des moutons, parce que quand un acteur il dit quelque chose, ah bah ouais c'est vrai, il a raison, l'acteur avait dit que il trouvait ça pas tellement logique dans le scénario que les femmes et les enfants aillent se cacher dans la crypte alors qu'ils vont se battre contre quelqu'un qui réveille les morts. Mais au contraire, c'est tout à fait logique, car comme ils le disent, c'est déjà l'endroit le plus sûr de Winterfell, ils allaient pas les cacher dans la salle à manger ou dans la cuisine, hein, surtout qu'après on voit des spectres rôder un peu dans le château, et il ne s'attendait sûrement pas à ce que le roi de la nuit se mette en mode nécromancien à réveiller les morts du champ de bataille actuel. Il était déjà venu avec son armée de morts, c'est logique qu'il n'ait pas pensé, même si Jon Snow a déjà vu le roi de la nuit relever les morts, voilà, ils n'ont tout simplement pas pensé qu'il allait réveiller les morts du champ de bataille pour se refaire une nouvelle armée, voilà, ça reste logique quand même. Et puis ça a apporté un peu de drame quand Tyrion, Varys et Sansa se sont retrouvés du coup dans la merde. Là on était un peu en mode ah oui, c'est caca. Mais au final, Arya a vite réglé le problème. L'épisode 4 maintenant est son fameux gobelet Starbucks, qui apparemment ne serait pas un gobelet Starbucks. Il y a eu des communiqués comme quoi ça a fait une énorme pub pour Starbucks, alors que ce n'était pas un gobelet Starbucks, hein. C'est vrai que le logo est assez flou. Mais ça reste quand même inadmissible que ça puisse arriver dans une série comme ça, surtout qui a pris son temps pour tourner cette saison, 2 ans c'est pas rien, mais ça prouve aussi bien évidemment le rushage, hein, des showrunners, qu'ils étaient du coup pressés de finir cette saison, hein, pour aller bosser sur le prochain Star Wars. Donc c'est vrai qu'à partir de ce moment-là on se dit ça pue encore une fois, parce que rushage, rien à foutre des objets dans le décor, c'est pas grave, Osef, il faut terminer la saison. Donc c'est vrai que cet aspect là est assez dérangeant et du coup a dérangé beaucoup de monde. Les gens ont bien évidemment aussi pas mal gueulé sur le fait que Jon Snow ne dise pas au revoir à Ghost quand il part pour le sud, en disant tout simplement bah c'est un loup du nord donc il a rien à foutre dans le sud, donc il lui fait même pas une petite caresse sur la tête. C'est vrai que moi aussi ça m'a remonté, j'étais assez frustré, surtout que Ghost lui a sauvé la vie quand même pas mal de fois, il l'a accompagné dans le nord et donc il s'est même battu pour lui, hein. Il était au front face au marcheur blanc, face au spectre avec les Dothraki, donc c'est vrai qu'à ce moment-là, gros boulard qui arrive, tu te dis Jon Snow, qu'est-ce que tu fous là? Ça y est, t'as monté un dragon, tu te sens pupissé, mais bon, c'est comme ça. Dans cet épisode, Daenerys passe pas mal de temps à pleurnicher en disant à Jon Snow qu'il ne faut impérativement pas qu'il dise son secret, etc. Donc c'est vrai que l'aspect pleurnicheuse de Daenerys m'a aussi dérangé, sachant qu'elle a toujours été une femme forte, après ce qu'elle a traversé, elle se laissait pas marcher dessus, et là qu'elle se mette, alors on peut évidemment penser qu'elle est très amoureuse, ou bien évidemment qu'elle veuille garder le trône que pour elle. D'ailleurs ce qui m'a dérangé, parce que tout simplement on est là dans tout l'épisode à se dire mais en fait pourquoi vous ne régnez pas tout simplement à deux, donc quoi qu'il arrive t'es reine, et ben le mec que tu vas épouser sera roi, vous vous mettez ensemble et vous régnez en tant que Targaryen, roi et reine. Il n'y a que Tyrion qui très longtemps après avoir pensé à cette hypothèse propose cette situation, et du coup après c'est très vite balayé, il n'en parle même pas à Daenerys, donc c'est vrai qu'au final c'était logique de au moins proposer ça, mais non, Daenerys solo sur ce coup-là, donc bravo. On va bien évidemment aussi parler de Sansa, qui a juste pulvérisé un secret vieux depuis plus de 20 ans, que Ned Stark a réussi à garder tout seul, et Sansa a défoncé en 5 minutes. Donc ok scénario, mais bon, surtout que ne pas filmer la réaction de Sansa et Arya quand ils apprennent finalement, parce que Jon Snow et Bran annoncent à Sansa et Arya la véritable identité de Jon Snow, ne pas filmer ce passage m'a beaucoup frustré, m'a j'avoue beaucoup énervé, car Arya et Jon Snow sont quand même très proches depuis très longtemps, et de pas avoir la réaction d'Arya qui apprend que son frère n'est finalement pas son frère m'a un peu déçu, sachant que la prochaine fois qu'on la voit après dans l'épisode, c'est qu'elle est sur son canasson avec Clegane en direction de Port-Réal, donc ça lui fait ni chaud ni froid on dirait, et du coup on voit juste Sansa qui, du coup après avoir appris ça, balance le secret à Tyrion. Dans cette saison et dans cet épisode, il y a aussi un très gros problème d'incohérence de temps. C'est vrai que depuis la saison 7, le temps est un peu osef. On dirait qu'ils mettent beaucoup moins de temps à parcourir des trajets qui mettaient des mois et des mois à faire auparavant. Donc on a l'impression encore une fois que scénario oblige et puis on n'a pas le temps, il faut faire tracer les gens. Yara Greyjoy qui retourne aux îles de Fer pour les reprendre au nom de Daenerys, on ne la voit pas, on sait qu'apparemment elle les a déjà reprises, mais ok, on en parle juste comme ça dans la série. Donc voilà, c'est assez problématique, surtout que ça arrive aussi dans l'épisode d'après, donc pas beaucoup parler tout de suite. L'épisode 5, donc, qui commence sur la mort de Varys, j'avoue que ça m'a fait assez chier que Varys meure, sachant qu'on voit qu'il prend soin de Daenerys quand même un peu jusqu'à la fin, en essayant de la nourrir, en disant une petite fille, et pas grave,
on réessayera plus tard, on lui apportera son dîner, même si c'est vrai que j'ai un ami qui m'a dit que c'est justement parce qu'il voulait empoisonner Daenerys. Alors moi j'ai pas spécialement prêté attention à ça, on voit juste écrire une lettre comme quoi Jon Snow est le véritable héritier légitime, on sait pas à qui il va les envoyer, je pense aux différents seigneurs de Westeros, mais on voit qu'il brûle la lettre juste avant que les gardes viennent le chercher. Alors est-ce qu'il en a envoyé avant ou pas, on ne sait pas, mais voilà, reste une piste, Varys, tu nous manqueras. Dans les incohérences de temps, bien évidemment, on a Arya et Clegane qui sont déjà à Port-Réal, hein, bon, alors que l'armée de Jon Snow et Daenerys y soit déjà par bateau. Je conçois tout à fait qu'on puisse voyager très rapidement par bateau, mais à d'autres canassons, même sans s'arrêter, Arya et Clegane qui sont déjà aux portes de Port-Réal, ça fait un peu rapide, je trouve, donc c'est pour ça que c'est pas trop cohérent dans cette notion du temps. Il y a aussi bien évidemment beaucoup d'oublis de scènes, enfin des oublis, disons qu'on ne montre pas des scènes qui sont censées être quand même assez importantes, notamment la capture de Jaime, donc il y a juste Daenerys qui dit à Tyrion, bah on a capturé ton frère, il essayait de passer, on l'a pas vu, c'est vrai qu'on n'a pas vu non plus son trajet hein, de Winterfell à Port-Réal, donc pareil, hein, il s'est mis en mode tornado. Bronn on ne le voit plus non plus dans cet épisode, c'est vrai que dans l'épisode d'avant il passe vite fait voir Tyrion et Jaime en leur disant, bon bah je viens vous voir à la fin de la guerre, hein, parce que tu me proposes au jardin, je sais que Daenerys va gagner, donc moi je suis un parieur, je parie sur vous, mais du coup je vais au jardin. C'est un peu facile, c'est même extrêmement facile, donc c'est aussi dommage de ne pas montrer plus ce côté-là. Et on arrive bien évidemment au moment fatidique du barbecue où Daenerys pète littéralement un câble et crame littéralement toute la population de Port-Réal, qui est pour moi une des plus grosses décisions incohérentes d'un personnage, ou du moins une décision qui n'a pas été amenée suffisamment pour qu'on comprenne pourquoi elle pète un câble. C'est vrai que juste avant elle est un peu démoralisée, on voit qu'elle a des cernes et là on commence à se demander si elle va pas justement péter un câble, mais le moment où on la revoit après sur son dragon, elle est toute pimpante, toute bien coiffée, et la voir péter un câble comme ça d'un coup, même si on comprend qu'elle regarde le donjon rouge et qu'elle se dit probablement qu'elle ne peut pas s'en sortir comme ça, Cersei, et que c'est trop facile, il faut qu'elle aille la cramer, en fait il te suffisait juste d'aller directement au donjon rouge, cramer le château et laisser la population tranquille que tu as la prétention de dire que tu vas libérer, hein, la fameuse libératrice du peuple qui au final crame le peuple, hein. Donc c'est vrai que c'était une des décisions les plus incohérentes pour moi, du moins de la manière dont elle a été amenée. Avant de parler de l'épisode 6, je voulais revenir sur tout le mysticisme du Maître de la Lumière qui a été oublié et qui laisse encore beaucoup de questions. Je voulais juste dire que pour moi ça paraît logique qu'on n'en parle plus, sachant que dans l'épisode d'avant, Davos dit à Tyrion que le Maître de la Lumière s'est pas montré, il se joue de nous, tout ça pour ça, machin. Mais au final, s'il était là, c'était pour avoir des élus qui ressuscitaient, hein, par le biais donc, des différentes prêtresses rouges ou prêtres rouges, donc Beric Dondarrion et Jon Snow, qui avaient des missions. Donc Beric Dondarrion, sa mission était, du coup on le comprend, de protéger la personne qui tuerait le roi de la nuit, et pour Jon Snow du coup qu'il serait l'élu et qu'il mettrait fin à toute la tyrannie donc de Daenerys dans cet épisode 6 justement où Daenerys meurt. Alors sa mort est pour moi logique car la libératrice du peuple qui est devenue exactement ce qu'elle a toujours juré de combattre, hashtag Star Wars, en pétant un câble et en devenant du coup une tyran, c'était logique que Jon Snow mette fin à tout ça, surtout dans une, je trouve, magnifique scène où il essaye désespérément une dernière fois de voir si elle ne changera pas d'avis et voyant qu'elle ne changerait pas de ligne directrice, la tue dans une fabuleuse scène à la Roméo et Juliette, en pleurs, et on comprend que bien évidemment il n'avait pas le choix de la tuer même s'il en était très amoureux. Le seul truc qui me dérange un peu, c'est dans l'épisode d'avant, le 5, Varys qui dit à Jon Snow que quand un Targaryen meurt, on jette une pièce pile ou face pour savoir s'il sera bon ou mauvais. Donc c'est une petite justification sortie de derrière les fagots qui pour moi n'avait pas lieu d'être, puisque c'était logique que Daenerys devienne un peu au final comme son père, ou peut-être au final comme tous les Targaryens, même si dans l'univers étendu il y a des Targaryens qui ont fait des bonnes choses et des Targaryens qui étaient donc de très bons rois, mais c'était assez logique, et c'était aussi logique que Daenerys du coup meure pour bien évidemment renverser ce nouveau gouvernement un peu tyrannique. J'ai oublié de parler de Drogon qui, dans une scène superbement bien exécutée, détruit le trône de fer qui est le symbole du pouvoir qui a mené sa mère à sa perte. Il considère donc que ce n'est pas Jon qui a tué Daenerys, mais bel et bien le trône de fer, et donc c'est logique que le symbole de puissance soit détruit par ce dragon meurtri par la mort de sa mère. Du coup, à la fin de l'épisode, on a bien évidemment le nom de la personne qui devient roi des 7 couronnes, du moins des 6 couronnes, à savoir Bran. Et à partir de là, je vais vous dire pourquoi c'est logique que Bran devienne le seigneur de Westeros. Et je vais dire beaucoup de fois logique. C'est logique que la mémoire des hommes devienne leur représentant plus qu'un véritable roi, je pense, car il connaît toute l'histoire des hommes passés et à venir, et qui sera là finalement pour ne pas réperpétuer les erreurs commises.
Qui sérieusement aurait pu prétendre à régner? Yara Greyjoy? Edmure Tully? Robin Arryn? LOL. Bran n'a jamais dit qu'il ne voulait pas être roi, il a dit qu'il ne voulait pas être Lord de Winterfell. C'est pas pareil. Il dit aussi à Tyrion que c'est la notion de vouloir qu'il n'a plus. Donc il n'a jamais voulu être roi, mais il savait qu'il le deviendrait par élection. Parce que oui, je pense que Bran était au courant de tout depuis le début. Et je vais développer. Qu'est-ce que Bran finalement? Un enfant qui aimait grimper pour contempler le monde. Désormais il va contempler le monde des hommes en surveillant ceux-ci. Sa vision montre bien qu'il savait pertinemment ce qui allait se passer. Et c'est pour ça qu'il est resté au nord. Bon, déjà pour éviter de se faire cramer le cul, il savait que Arya tuerait le roi de la nuit, c'est pour ça qu'il lui donne sa dague et il lui dit qu'elle lui sera plus utile qu'à lui. Il savait bien évidemment aussi que Jon allait mettre fin à tout ça. Tu étais là où tu devais être, ce sont ses mots. Bran savait littéralement tout. Il ne pouvait pas empêcher les guerres et les morts, il ne pouvait pas empêcher que Cersei fasse sa connasse. Mais il savait comment tout ça allait finir. Et c'est pour ça qu'il a laissé ce massacre se produire. Nul sacrifice, nulle victoire. Hashtag Optimus Prime. Et là tu me diras, s'il savait tout depuis le début, pourquoi il n'a rien dit? Tout simplement pour ne pas altérer les événements. Bah oui, si tu connais le futur et que tu dis aux gens ce qui va se passer, tu prends le risque de modifier le cours des choses. C'est pour ça que je pense que Bran a tout simplement laissé faire, parce qu'il savait qu'un monde meilleur s'offrirait à eux après, au détriment de nombreux sacrifices. Et c'est pour ça qu'il reste toujours sans émotion, parce qu'il savait ce qui allait se passer. Pour Arya, c'est aussi logique qu'elle devienne une exploratrice, car pour ceux qui ne connaissent pas tellement l'univers étendu, elle a appelé sa louve Nymeria en souvenir donc d'une ancienne exploratrice qui est devenue reine de Dorne, parce qu'elle explorait différents continents et elle a voulu se poser et du coup elle est devenue reine. Donc on comprend que Arya était fan depuis le début de cette femme, qu'elle essaye de copier du coup à la fin en voguant vers d'autres contrées, pour découvrir de nouveaux continents. Pour Sansa, c'est logique qu'elle devienne reine du Nord, elle qui a toujours voulu être reine, bien que devenir reine du Nord alors que son propre frère devient roi de Westeros, ça porte un peu à confusion. Et c'est avant tout que pour les prochaines générations de Nordiens puissent vivre dans un Nord complètement indépendant, car le Nord a toujours été indépendant avant la conquête d'Aegon. Et pour Tyrion, c'est logique qu'il devienne la main qui gouverne le royaume, de par son expérience. Et c'est aussi une sorte de punition comme dit Bran, il devra réparer les erreurs qu'il a commises. Même si pour moi il n'a pas vraiment commis d'erreur. Et pour Jon Snow, ceux qui sont bien évidemment déçus que ce ne soit pas lui qui soit monté sur le trône, c'est aussi logique. C'est logique que le héros principal, même si la notion de principal dans Game of Thrones est faible, aille s'exiler au-delà du mur. Et s'il est envoyé à la garde de nuit, c'est plus symbolique qu'autre chose. Même si c'est l'endroit qui sert de punition, c'est surtout l'endroit où tous les bâtards et les gens qui ne savent pas où aller pourront trouver un foyer, un refuge. D'ailleurs, il le dit. Mais il faut y voir avant tout un nouveau départ pour Jon qui, au-delà de sa véritable identité, a toujours vécu dans le Nord. Et s'y sent bien mieux d'ailleurs. Jon devient très probablement le Lord Commandant de la garde de nuit, mais avant tout le nouveau roi d'au-delà du mur, le nouveau guide pour les sauvageons, qui ira très certainement gouverner son peuple dans les contrées de l'éternel hiver, comme je l'avais suggéré dans ma vidéo théorie sur Game of Thrones d'ailleurs. Sauf que je disais qu'il irait en tant que roi de la nuit, mais j'étais pas si loin de la réalité. Il est devenu le roi d'au-delà du mur. D'ailleurs Tormund lui dit qu'il a l'âme d'un roi, et qu'il a le vrai Nord en lui. Donc il devient plus un guide qu'un roi je pense pour moi. Car il n'a jamais voulu être roi, ni du Nord, ni de Westeros. Après c'est ça aussi qui est chouette, c'est chacun est libre d'interpréter ce qu'il veut. Et c'est pour ça que les fins ouvertes comme celle-ci sont géniales. Donc voilà, que vous dire de plus si ce n'est que oui, la saison est très loin d'être parfaite. Mais elle n'est pas mal écrite, elle est mal amenée. Les seules choses illogiques de cette saison sont dues au non-développement de certaines choses justement. La folie de Daenerys ou le fait qu'elle ait même pas envisagé de régner en couple par exemple. Ou encore le nouveau seigneur de Haut-Jardin qui a démarré comme coupe-jarret, mais comme il le dit à Tyrion et Jaime dans l'épisode 4, la maison Lannister aussi a été fondée par un bâtard malin appelé Lann le Futé, donc beau clin d'œil à l'univers étendu. Pour Sam qui devient maître et aussi seigneur de cette ère, on peut là y voir une avancée sociale, les maîtres ne sont donc plus cantonnés à ce simple rôle, comme les pasteurs qui peuvent avoir une famille, donc cette fin est logique en tout point de vue. Bon, sauf pour les Immaculés voguant sur l'île de Nath qui contient une maladie mortelle pour tout étranger dont seuls les natifs sont immunisés. Mais comme c'est pas stipulé dans la série, on peut se dire que c'est pas officiel. Dans la série. Ou alors ils vont juste tous crever et c'est une bonne morale. Et pour le bouquin de l'histoire écrit par l'archimestre s'intitulant Une chanson de glace et de feu est bien évidemment le titre original de l'œuvre littéraire de George Martin. Au cas où vous ne le saviez pas encore. Mais je pense qu'il ne faut pas vous attendre à une fin complètement différente dans les bouquins. Car George Martin avait raconté la fin au showrunner il y a de ça plusieurs années. Au cas où il mourait. D'ailleurs je crois que si je dis pas de conneries, il l'a dit, la fin ne sera pas différente, elle sera amenée différemment. Donc c'est pas pareil. Je pense que cette fin est véritablement comme l'auteur l'a voulu. C'est juste que les showrunners l'ont amené n'importe comment. Mais voilà, je pense qu'il faut être quand même respectueux envers toute l'équipe, toute la monstrueuse équipe qui a travaillé sur cette série et cette saison. C'est pour ça que je trouve que l'histoire de la pétition est un peu abusée. Bon, en tout cas, ça me met mal à l'aise, car j'aimerais pas que ça m'arrive, bien évidemment.
Même si ça se ressent clairement que les showrunners étaient pressés d'en finir, et je pense qu'ils savaient depuis un bon moment qu'ils allaient bosser sur le prochain Star Wars, d'où le fait qu'ils étaient pressés de passer à autre chose. Mais que veux-tu? C'est des cons. Les mecs sont passés à ça de devenir des dieux en finissant la série proprement. Mais voilà, pour ma part, je souhaite dire un grand merci à tous ceux qui ont fait de cette série la plus regardée, la plus streamée, la plus piratée et la plus tweetée de toute l'histoire des séries, je pense. Car Game of Thrones, et oui, je vais le dire, en m'inspirant de la phrase d'un célèbre oracle, Game of Thrones, c'est la vie. Abonne-toi.